Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Côte-Varoise et vous écoutez 100% EDJ, l'émission 100% étudiante. À mes côtés ce soir pour vous la présenter, votre favori Yann Bouvier. Alors Yann, comment tu vas ? Salut Isman, ça va très bien et toi ? Nouvelle semaine, nouvelle émission, c'est quoi le programme ? Au programme ce soir, Donald Trump de retour sur Twitter après un an d'absence, Christophe Castaner au cœur d'une nouvelle polémique après sa double nomination au conseil de surveillance du Grand Port de Marseille et du tunnel du Mont-Blanc. Enfin, nous partirons à la découverte des origines du calendrier de l'Avent. Pour cette émission, pas de débat d'actualité, mais on vous propose une interview exclusive avec Tony Amato, président de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes. Au programme de la seconde partie de l'émission, retour sur le week-end dernier et le lancement de 2 festivals à Nice. Le cinéma à l'honneur, plusieurs classiques du 7e art ont été diffusés dans les salles de la Cité des Anges. On partira ensuite à l'aventure dans la capsule temporelle. Ce sera enfin l'heure du débat sport autour de ce début de saison NBA, avant de terminer, vous le savez bien, par le traditionnel quiz. Place au papier politique, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, est à nouveau au cœur d'une polémique. On lui reproche notamment cette double nomination au conseil de surveillance du Grand Port de Marseille et du tunnel du Mont-Blanc. Je me tourne vers toi Gaël, peux-tu nous en dire plus ? Tout à fait Isman, les 2 annonces ont été faites la semaine dernière après la publication au journal officiel. L'ancien ministre de l'Intérieur récupère 2 postes qui n'avaient plus réellement de représentants. Pour celui du Grand Port de Marseille, Elisabeth Ayrault assurait l'intérim depuis le décès de son prédécesseur Jean-Marc Fornery. Mais elle ne veut désormais plus de ce poste. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a un temps manifesté son intérêt pour cette fonction, mais c'est finalement Christophe Castaner qui a été choisi. Concernant sa nomination au conseil d'administration d'ATMB, qui regroupe les autoroutes et le tunnel du Mont-Blanc, le poste était vacant depuis 6 mois. Mais alors, quel est le problème avec cette double nomination ? Christophe Castaner a été ministre de l'Intérieur lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Depuis, il a été battu aux élections législatives. Les nouvelles fonctions qu'il occupe sont établies par décret, soit par la première ministre, soit par le président de la République. Les oppositions politiques parlent de parachutage pour l'ancien membre du gouvernement. Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, évoque la République des copains pour définir cet acte. Mais Christophe Castaner se défend de tout parachutage. Pour le poste du président de conseil de surveillance du port de Marseille, il rappelle que c'est une fonction non exclusive et donc non rémunérée. Pour celle du tunnel du Mont-Blanc, il dit connaître le rôle clé de l'ATMB pour la mobilité des pays qu'elle dessert, à savoir la France, la Suisse et l'Italie. Et donc, est-ce un cas isolé ? Pas vraiment. Au début du mois de novembre, Jean Castex, ancien Premier ministre avant Elisabeth Borne, a été nommé PDG de la RATP. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, parle ici d'une absurdité. D'autres cas ont fait polémique par le passé, comme Agnès Buzyn, nommée à la Cour des comptes, ou encore Elisabeth Bourguignon à la Commission de régulation de l'énergie. Merci Gaël pour cet éclairage. Du côté de Twitter, les changements se poursuivent. Le compte de Donald Trump a été réouvert ce dimanche. Pierre-Louis nous en dit plus. Effectivement Isman, on peut le définir comme ça. Dimanche dernier, Elon Musk avait lancé un sondage pour ses abonnés sur Twitter pour le retour du compte de Donald Trump. Au terme de ce vote, plus de 15 millions de personnes ont répondu et presque 52% d'entre eux sont favorables à la réactivation du compte de l'ancien chef d'État sur la plateforme. En janvier 2021, suite à l'assaut du Capitole par ses partisans à Washington, son compte avait été banni en raison, je cite, d'un risque de nouvelles incitations à la violence. À la tête de Twitter depuis 3 semaines, le propriétaire de Tesla et SpaceX avait indiqué que son résultat pourrait influencer une décision sur le retour ou non de l'homme politique républicain, puisqu'il avait accompagné du message Vox Populi, Vox Dei, qui veut dire « la voix du peuple est la voix de Dieu ». D'ailleurs, Elon Musk avait déjà évoqué un possible retour de Donald Trump sur la plateforme. Oui, exactement, il avait évoqué en mai dernier, considérant que cette sanction constituait une décision mauvaise moralement et insensée à l'extrême. Sa décision devrait créer des agitations dans la politique et la société américaine. Récemment, Donald Trump s'est présenté de nouveau aux prochaines élections en 2024. Samedi, lors d'une intervention vidéo à un rassemblement de la coalition des Juifs républicains à Las Vegas, ce dernier a salué l'initiative ainsi que le multimilliardaire Elon Musk. Je te remercie Pierre-Louis, on se retrouve cher auditeur après un court instant de pub pour parler d'un événement solidaire à Nice. De retour sur Radio Côte-Varoise, vous écoutez 100% EDJ. On se retrouve en compagnie de Tony Amato, le président de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes. Il est avec nous pour répondre aux questions de Julie Marfin. Bonsoir à vous. Bonsoir.
Bonsoir. Et oui, avec nous ce soir, Tony Amato, donc président de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes et vice-président des banques alimentaires de la région Sud. Vous le savez sûrement, ce week-end est marqué par l'arrivée du Black Friday dans les grands magasins. Ces promotions avant Noël vont attirer de nombreuses personnes dans les centres commerciaux. Mais monsieur Amato, vous êtes ici pour nous parler d'un tout autre événement, plutôt plus solidaire, c'est exact ? Oui, effectivement, c'est l'événement phare du réseau des banques alimentaires. Il a lieu traditionnellement tous les derniers week-ends du mois de novembre. Cette année, dans les Alpes-Maritimes, il aura lieu le vendredi 25 et le samedi 26. Donc, ça sera le week-end prochain. Avant tout, permettez-moi de vous présenter la Banque alimentaire. C'est le premier réseau d'aide alimentaire en France. Le rôle d'une banque alimentaire, il y en a une par département en France, est de collecter les denrées qu'elle reçoit de l'Europe, de l'État, des entreprises agroalimentaires, des producteurs, des grandes et moyennes surfaces et du public. Elle les trie, elle les stocke et elle les redistribue aux associations caritatives de son département. Ce faisant, les associations sont soulagées de l'approvisionnement alimentaire et elles peuvent se consacrer donc pleinement aux besoins, aux difficultés de leurs bénéficiaires. Vous comptez quel genre d'association parmi les personnes que vous aidez ? Nous avons toutes les associations, les centres communaux d'action sociale, les épiceries sociales, les épiceries solidaires, pour vous en citer quelques-unes, la Croix-Rouge, Solidarité 06 à Nice, l'Armée du Salut. Et quels produits vont être essentiels ? Qu'est-ce que vous demandez à collecter surtout ? Alors, on peut retenir 4 familles de produits. Tout ce qui concerne le petit déjeuner, tout ce qui concerne le repas, les produits autour de bébé et les produits d'hygiène. Voilà. Avec ces 4 familles de produits, on résume les besoins principaux de la banque alimentaire. Je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler, c'est une période d'inflation, donc il y a un peu de tout qui augmente. Est-ce qu'il y a toujours autant de donations ? Est-ce que vous en sortez toujours au niveau de la banque alimentaire ? Alors c'est vrai que l'inflation a de grandes conséquences. Elle va avoisiner les 6% en 2022. On atteint un niveau inédit depuis plus de 30 ans. Alors effectivement, il y a des impacts. On peut en citer quelques-uns. L'impact est plus grand pour les familles qui vivent seules avec des enfants de moins de 15 ans. 70% des bénéficiaires sont des femmes seules qui vivent avec des enfants de moins de 15 ans. Plus de 50% des personnes interrogées n'ont plus que 5 euros de reste pour vivre. Je préfère dire de reste pour vivre que de reste à vivre par jour et par personne. On assiste à un report également sur les produits moins chers. Actuellement, il y a un basculement de la viande et des poissons frais vers les œufs et les boîtes de sardines. Il y a une restriction d'achat sur les produits non alimentaires, le chauffage, le carburant, les vêtements et le loisir. Et il y a un recours à l'aide alimentaire accru pour 8 personnes sur 10. Et on observe un accroissement des personnes de plus de 60 ans. En 2011, ils étaient 7% de la population. Aujourd'hui, 12%. Donc si je vous suis bien, les personnes qui ont recours à la banque alimentaire, ce sont souvent des familles avec enfants à charge. Oui. Les étudiants viennent de plus en plus aussi, j'imagine. Oui, il y a une précarité étudiante qui est de plus en plus importante. En France, 20% des étudiants sont en dessous du seuil de pauvreté. Sur PACA, c'est 25%. Dans les Alpes-Maritimes, c'est 22%. Il y a également une précarité menstruelle qui existe. Songez que dans le 5e ou 6e pays le plus riche du monde, en 2022, des femmes se mettent des bouts de journaux, des bouts de tissu. C'était inacceptable. Et est-ce que vous êtes face à des pénuries de certains aliments, de certains produits ? Parce qu'on a pu voir que, par exemple, il manquait de la moutarde cet été, mais j'imagine que vous avez d'autres répercussions cette année. Alors effectivement, notre problème principal, c'est d'être approvisionné. Les ramasses qui sont réalisées par notre flotte de 5 véhicules qui vont tous les jours ramasser les invendus dans les grandes et moyennes surfaces, ainsi que les collectes, sont en baisse. Tout le monde est impacté par l'inflation. On a également ce qu'on appelle des lots infructueux. Alors on reçoit des denrées de l'Europe et de l'État, on les commande et par contre on n'est pas du tout satisfait. Quelques exemples précis, nous avons commandé 112 palettes de lait, nous en avons reçu 23. Nous avons commandé 24 palettes de café, nous en avons reçu 7. Et il y a un certain nombre de pénuries également qui font leur apparition. Les cuisses de poulet suite à la grippe aviaire, les graines de couscous suite à la mauvaise récolte du blé, l'huile de tournesol qui vient d'Ukraine, les raviolis avec une tension sur la viande qui augmente de plus de 30%. Voilà des exemples précis
qui constituent pour nous une problématique en termes d'approvisionnement. Qu'est-ce que vous faites comme équivalent repas ? C'est quoi un équivalent repas à la banque alimentaire ? C'est une bonne question parce qu'on ne parle pas de repas mais d'équivalent repas, parce qu'un repas est constitué de 500 grammes, mais lorsqu'on donne l'équivalent de 500 grammes à une association, dans ces 500 grammes, il y a une brosse à dents, il y a du dentifrice et il y a aussi de la viande hachée. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas de repas mais d'équivalent repas. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, la collecte de la Banque alimentaire a réalisé 150 tonnes, soit l'équivalent de 300 000 équivalents repas. Ça fait beaucoup. Et Oui, c'est beaucoup. on terminera juste avec cette question. Est-ce que vous avez assez de bénévoles ? Est-ce que vous en êtes un petit peu des personnes qui vous aident à la Banque alimentaire ? C'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique qui n'est pas propre à la Banque alimentaire. Vous vous rendez compte qu'avec toutes ces problématiques-là, nous avons besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles qui viennent uniquement quelques heures pendant la semaine pour trier, pour préparer les commandes. On a besoin de chauffeurs. Un chauffeur, il a simplement besoin d'un permis VL et il peut venir 2-3 heures par semaine. Mais j'ai également besoin de renouveler l'équipe dirigeante de notre association et là je fais appel à des compétences, à des implications, à des sens de responsabilité effectivement. Comme vous l'avez compris, c'est le moment d'aider la Banque alimentaire, donc ça se joue ce week-end. Et il y a beaucoup d'autres manières de passer par la Banque alimentaire, donc aussi le système en ligne, pour venir vous aider de toutes parts. Oui, au niveau de la fédération, une cagnotte en ligne a été créée qui s'appelle Mon Panier Solidaire. Il suffit de faire un don. Si le don est réalisé dans les Alpes-Maritimes, il ira à la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes. Vous êtes dans le Var, il ira à la Banque alimentaire du Var. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Eh bien, merci à vous, Tony Amato, et à toi, Julie. On se retrouve après un court instant de pub. En attendant, on vous laisse avec Mrs. Jackson de Outkast. De retour sur Radio Côte-Varoise, vous écoutez 100% EDJ. Les fêtes de fin d'année approchent et qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Perrine est avec nous pour nous expliquer les origines de cette tradition vieille de plusieurs siècles. Eh bien, il faut remonter au XIXe siècle en Allemagne. À cette époque, au mois de décembre, les parents de familles protestantes avaient pour tradition d'offrir à leur enfant une image religieuse chaque matin jusqu'à Noël. Le but, préparer les croyants à l'avènement et donc à la naissance de Jésus. Noël étant l'un des événements les plus attendus par les enfants, le calendrier est un moyen destiné à les faire patienter jusqu'au 25 décembre. C'est au début des années 1900 que l'Allemand Gérard Lang eut l'idée de commercialiser ces images en les regroupant sur un support en carton. 20 ans plus tard, le premier calendrier de l'Avent à fenêtre en carton est créé. Petit à petit, les images religieuses sont remplacées par de petites figurines et dans les années 50, naissent les premiers calendriers de l'Avent au chocolat. Aujourd'hui, la signification religieuse du calendrier a disparu et les images ont été remplacées par divers cadeaux, tels que de la nourriture, des produits cosmétiques, des bijoux ou encore du thé. Devenu un outil marketing, les marques s'amusent à créer leur propre calendrier. Chaque année, on voit apparaître de nouvelles versions originales. Le calendrier de l'Avent est conçu pour se faire plaisir et casser le quotidien. Pour les plus créatifs, il est même possible de le confectionner soi-même. On appelle cela le DIY calendrier de l'Avent. Alors, quel sera votre choix pour cette année ? Eh bien, moi, je me laisserai bien tenter par le thé. Je te remercie, Perrine. On se retrouve, chers auditeurs, après un court instant de pub pour la seconde partie de l'émission. Je vous laisse en musique avec Psycho Killer de Talking Heads. De retour sur Radio Côte-Varoise, vous écoutez 100% EDJ. Pour cette seconde partie de l'émission, c'est Yann qui prend la main. Merci Isman. Et au programme OVNI Animal, 2 expositions se sont lancées ce week-end à Nice. Dans le même temps, c'était la nuit du cinéma, l'occasion de voir des classiques du 7e art sur grand écran. Que s'est-il passé le 23 novembre dans l'histoire ? La réponse tout à l'heure dans la capsule temporelle. Et puis ce sera l'heure du débat sport autour de la NBA. Un quart de saison déjà écoulé, que doit-on en penser ? Et enfin, le traditionnel quiz. Vous êtes prêts ? C'est parti. Depuis ce week-end, des événements culturels viennent taper à la porte des Niçois. Le festival OVNI et celui d'artifice numérique fêtent leur grand retour dans les anciens abattoirs du 109, situés au nord de la ville. Julie, tu es allée au vernissage de ces 2 expositions. Que peux-tu nous en dire ? Ce n'est pas une, mais bien 2 expositions qui ont ouvert à Nice ce week-end. Le festival Artifice Numérique revient pour sa 5e édition intitulée Animal. Jusqu'au 3 décembre, les locaux du 109 arborent un monde onirique où le végétal et le vivant se côtoient à travers des œuvres lumineuses. À ses côtés, la station accueille le festival OVNI. L'événement artistique met à l'honneur la vidéo sous plusieurs formes et incite le spectateur à une immersion progressive dans l'univers des plasticiens. Armé d'un casque audio, vous pourrez déambuler entre plusieurs écrans. Le court-métrage sont adaptés pour petits et grands, une sortie à faire en famille ou entre amis. Les artistes présents sont des résidents du 109 et ils viennent de toute la France pour montrer leurs concepts.
Et à part de la vidéo, qu'est-ce que nous, spectateurs, on peut voir exactement ? C'est une bonne question et j'aurais un peu peur de vous spoiler en vous dévoilant trop de détails. Je vous dirais simplement que l'exposition est une retranscription presque mystique du lien qui existe entre nature, humain et technologie numérique. Les expériences immersives se succèdent et l'on a un peu l'impression d'avoir atterri dans un laboratoire de savants fous. L'intelligence artificielle est mise au service d'un poisson rouge, vous devez ramer par vous-même pour découvrir un univers psychédélique. Au fond de cette salle remplie d'inventions plus exubérantes les unes que les autres, vous pourrez même faire la connaissance d'un de vos ancêtres les plus éloignés. Mais je n'en dis pas plus, ce petit être vivant risque de vous surprendre. Bref, vous l'aurez compris, vous ressortez de cette présentation totalement hypnotisé, des étincelles plein les yeux et l'esprit ravivé. Merci Julie. D'autres événements interactifs comme une émission débat le 26 novembre ou une table ronde sur le droit animal vont avoir lieu tout au long de ces festivals. On reste dans la culture et direction le 7e art avec Guillaume. Ce 18 novembre, Guillaume, tu étais à la nuit du film au Mégarama de Nice et tu as eu la chance de voir 3 grands classiques du cinéma. En effet, Yann, et on va commencer par un très grand film. Si je vous dis la première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club, vous pensez à Fight Club. Bien joué Yann. Donc on va bien parler de ce chef-d'œuvre Fight Club au casting Edward Norton, Brad Pitt dans l'un des rôles les plus iconiques de sa carrière et Helena Bonham Carter, inspiré du livre du même nom de Chuck Palahniuk sorti en 1996, le long métrage du grand David Fincher est la définition même d'un film culte. Pourtant, à sa sortie en 1999, le film était un échec commercial et critique. Ce n'est que quelques années plus tard que Fight Club atteindra le rang qu'il a aujourd'hui. Destruction matérielle et retour à la virilité, le film est en réalité représenté par une philosophie nietzschéenne présente tout au long du film, tout cela mêlé à une critique du capitalisme moderne. Aujourd'hui, Fight Club est reconnu comme l'un des plus grands films de tous les temps et continue d'inspirer de nombreuses personnes. On part 20 ans plus tard et direction la Corée du Sud avec Parasite. A l'inverse de Fight Club, Parasite de Bong Joon-ho, sorti en 2019, a directement été salué par la critique, remportant la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur film, une première pour le réalisateur coréen. Le récit raconte l'histoire de la famille Kim, extrêmement pauvre. Bong Joon-ho est un homme du peuple et son parasite nous le fait ressentir. Les problèmes sociaux se retrouvent au cœur du film, notamment celui de la lutte des classes, avec une famille immensément riche qui vit dans une villa avec jardin, servante et toutes les dernières technologies, opposée à la famille Kim qui vit dans la misère, sans véritable travail, obligée de ruser pour ne serait-ce qu'avoir la Wi-Fi. Une situation étroite dans laquelle ils vont se sortir, allant travailler pour la famille Park en sion de machiavélisme. D'abord le fils, puis la fille et enfin les parents pour s'incruster dans la vie de famille des Park. Une première partie comique voire cartoonesque avant que le drame s'installe au sein de cette maison, véritable personnage principal du film. Un doux mélange de comédie, d'horreur et de drame, le spectateur est bouleversé par cette mise en scène de Bong Joon-ho. On finit cette nuit du cinéma en beauté avec le délicieux La La Land. C'était le seul des 3 que je n'avais jamais vu. Un décor très californien pour une comédie musicale, elle aussi oscarisée à 5 reprises, notamment grâce à Emma Stone, qui remportera l'Oscar de la meilleure actrice en 2017. Un duo iconique avec Ryan Gosling pour leur 3e collaboration ensemble. Une histoire d'amour, de musique pour l'un des films les plus marquants de ces 10 dernières années. Un film très coloré et mis en scène majestueusement par Damien Chazelle, qui s'est alors confirmé comme l'un des réalisateurs les plus en vogue de notre ère. Alors même s'il m'a moins touché que les 2 autres, La La Land n'en reste pas moins un film à voir et vous en mettra un plein les yeux. C'était Guillaume, 3 films, 3 ambiances, du suspense, de l'élégance, du romantisme, un peu comme toi finalement. On se retrouve dans un instant pour la capsule temporelle. Vous êtes toujours sur 100% EDJ de Radio Côte-Varoise. Tout de suite, nous allons suivre Ophélie dans les méandres de l'histoire. Et ce mercredi 23 novembre, nous faisons un bond en 1936. Ophélie, dis-nous tout, que s'est-il passé ? Aujourd'hui, partons à la conquête du photojournalisme aux États-Unis. Le 23 novembre 1936, le magazine Life fait son apparition. Créé en 1883, il est d'abord un journal d'intérêt général et d'humeur. Il est racheté par Henry Luce en 1936 pour le faire évoluer vers le photojournalisme. Le premier numéro paraît donc le 23 novembre. Le directeur de rédaction avait parié sur l'image pour rendre compte de l'actualité et envoie ses équipes de photographes aux 4 coins du monde. Une option alors rendue possible par le progrès technique de l'impression photo et dont le succès suscitera l'intérêt d'autres pays. Si l'on peut s'aventurer à faire une comparaison, Life est tout simplement notre Paris Match. Pour ce premier numéro, la photo à la une est celle du barrage de Fort Peck dans le Montana, photographiée par Margaret Bourke-White. Cette illustration fait écho aux programmes politiques déterminants du XXe siècle et du New Deal qui ont changé la vie des Américains. Comme toujours, des photos mythiques font la renommée du journal. De la Seconde Guerre mondiale au couronnement de la reine Elisabeth II, le journal témoigne de l'histoire du monde. Après 1972, Life cesse d'être un hebdomadaire pour devenir un intermittent, puis un mensuel en 1978. Aujourd'hui, il se trouve uniquement en version web, un web magazine basé sur l'histoire et les évolutions, des photos chocs inscrites dans l'ADN de Life qui étonnent toujours le public, et ce depuis maintenant près de 90 ans.
C'était l'histoire de Life. Et si, chers auditeurs, vous voulez étaler votre culture en soirée, vous savez désormais qu'il faut écouter Ophélie pour de nouvelles anecdotes. C'est l'heure désormais du débat sport. La saison NBA a repris depuis le 18 octobre, cela fait donc un mois que la compétition fait rage entre les 30 équipes. Au bout d'un quart de la saison, il y a déjà des surprises et des déceptions. Alors qui brille, qui au contraire déçoit? Pour y répondre, j'invite autour de la table Quentin, Guillaume, Alex et Milan. Messieurs, comment ça va? Super, Très bien, merci. Bon alors pour débuter, on va mettre un petit peu un point positif. Pour vous, votre équipe coup de cœur de ce début de saison, qui c'est? Quentin. Personnellement, je pars sur les Boston Celtics. Premier à l'Est, 13 victoires pour 3 défaites. Pour moi, ils sont exceptionnels. C'est la deuxième meilleure attaque de NBA avec 120 points par match. Les finalistes NBA de la saison dernière, pourtant, sont très surprenants parce qu'ils ont quand même changé de coach cet été avec la suspension d'Emi Udoka et l'arrivée de Mazzulla qui n'a aucune expérience à la tête d'une franchise NBA. Tout se passe bien, Tatum niveau MVP, Brown en tant que lieutenant et Brogdon 6e homme exceptionnel. Boston Celtics, franchement, coup de cœur cette saison. Un début de saison qui rassure. Toi Guillaume. Moi, je vais aller à la 5e place à l'Est et je vais parler des Pacers, qui sont une bonne surprise en ce début de saison. Départ de Malcolm Brogdon cet été en direction justement des Celtics, sans compter le départ de Sabonis en courte saison dernière chez les Kings. On annonçait le tanking, on annonçait même déjà Victor Wembanyama du côté d'Indiana. Et au final, il y a pour l'instant 9 victoires pour 6 défaites. Là, ils sont à 4 victoires d'affilée. Franchement, le backcourt, il est très impressionnant avec Tyrese Haliburton qui a un niveau All-Star cette saison, 20 points, 10 passes, et bien épaulé par le rookie Bénédicte Mathurin avec ses 19 points de moyenne, donc je vais reparler un petit peu plus tard. Et Miles Turner en plus qui fait un job dans la raquette assez monstrueux. Une équipe qui est beaucoup moins attendue que les Celtics justement. À toi Milan, qu'est-ce que tu penses? Alors moi, ce qui me fait plaisir cette saison, c'est des Portland Trail Blazers qui sont 3e à l'Ouest en 10-6. Lillard qui est dans son rôle de patron comme toujours, même s'il score un peu moins. Anthony Simons qui explose véritablement, là 22 points par match. Jeremy Grant qui arrive cet été, qui fait une bonne saison aussi, qui score bien. Et mon coup de cœur aussi, le petit rookie Shaedon Sharp, qui fait vraiment plaisir et qui montre des gros flashs de potentiel. Alors le rythme de Portland va peut-être un petit peu baisser vu que Damian Lillard s'est blessé jusqu'à au moins Thanksgiving, on verra après. Bon, rien de très grave on imagine, mais voilà, peut-être que le rythme de Portland va peut-être glisser en 4e, 5e place, on verra bien. Et toi alors Alex? Moi je vais prendre un autre leader de conférence, c'est le Utah Jazz. Je pense que c'est vraiment l'équipe qui surprend le plus cette saison. Ils sont que 16e défense, donc ils ont perdu Rudy Gobert, mais derrière c'est 4e attaque, ça s'éclate, ça joue bien. Mark Cannon a enfin passé un cap et est un peu le patron qu'on attendait. À la main, il y a Mike Conley qui revient un peu, Jordan Clarkson qui s'éclate en sortie de banc et franchement ça roule, c'est vraiment impressionnant après la perte de leurs 2 meilleurs joueurs, donc vraiment le Utah Jazz c'est impressionnant. Alors justement, Clarkson se retrouve souvent dans le 5 majeur et ça va être Sexton qui débute en tant que 6e homme en poste 1 et 2. C'est vraiment cette équipe, c'est que des revanchards avec que des vieux briscards qui veulent un peu montrer ce qu'ils valent et certainement qu'on va pouvoir trouver des trades autour de tout ça vers la trade deadline en février puisque bon, qu'est-ce qu'ils ont à jouer à part une bonne place en playoff et après merci au revoir, faudra un peu aller chercher le titre. Maintenant on va passer aux équipes qui déçoivent à l'inverse. Donc vas-y, commence Quentin. Du coup, au niveau de la franchise coup de cœur, je vous ai parlé du finaliste NBA les Celtics. Et au niveau de la franchise déception, je vais vous parler de la franchise contre qui elle a évolué lors des finales à l'Est. C'est le Miami Heat. Ils sont seulement 11e à l'Est, 7 victoires pour 10 défaites. Et à l'extérieur, un mauvais bilan avec une victoire pour 6 défaites. Une série en ce moment de 3 loses, c'est pas simple. Tyler Hero me semble beaucoup moins fort, il l'était beaucoup plus l'année dernière lorsqu'il sortait du banc. Il est devenu le meilleur 6e homme de la saison. Duncan Robinson ne met plus un shoot dans le panier et le banc me semble beaucoup plus faible. Enfin, PJ Tucker n'a pas été remplacé depuis son départ du côté des Sixers. Guillaume. Moi je vais parler de la grande équipe des Los Angeles Lakers. Quant à Anthony Davis, LeBron James et Russell Westbrook, sur le papier tu dois viser le titre. Bah t'es en 5 victoires, 10 défaites. Bon là ça va, ils sont en 3 victoires d'affilée. Mais bon, ça reste avant-dernier de la conférence Ouest. L'effectif est très rarement au complet. Là on sait que LeBron il est encore un peu gêné. On sait qu'Anthony Davis a raté 2 matchs pour l'instant. C'est compliqué, Russell Westbrook est très critiqué, il sort des fois quelques bons matchs mais il reste quand même méconnaissable, c'est loin du niveau qu'il avait à Oklahoma ou même à Washington il y a 2 ans. Pas encore pire que la saison dernière et on ne sait pas vraiment où va cette franchise. Et toi Milan? Alors moi aussi, haute déception, c'est les Minnesota Timberwolves. J'en attendais beaucoup avec le transfert de Rudy Gobert cet été. Ok, ils sont en 8-8 mais ils sont 10e à l'Ouest actuellement. Edwards fait plaisir, il continue de progresser, c'est le meilleur scoreur de l'équipe. Mais par contre, Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, vraiment, c'est vachement décevant ce début de saison. Rudy, je le laisse encore un peu de temps, il faut qu'il s'intègre. Mais franchement, c'est vachement décevant, je trouve.
Et toi Alex alors? Moi j'ai une autre franchise historique, c'est les Bulls, qui vraiment sont en 6-10 cette saison, 12e à l'Est. C'est la 12e meilleure défense NBA, donc ça va, mais en attaque c'est catastrophique, ils sont 22e. Certes, il y a Lonzo Ball qui n'est pas là, Zach LaVine qui a raté des matchs, mais quand tu as un joueur comme DeMar DeRozan, il y a quand même de l'expérience, il y a même des jeunes joueurs qui sont capables d'apporter, et c'est très insuffisant pour l'instant. Après on va voir avec le retour, là, Zach LaVine qui revient un peu doucement, on va voir s'ils peuvent reprendre un meilleur rythme, mais j'en attendais beaucoup mieux d'eux cette saison. Alors il y a une équipe qui déçoit encore énormément. Je voulais qu'on approfondisse un peu sur les Warriors qui font un début de saison vraiment catastrophique, surtout à l'extérieur. On ne retrouve pas du tout le niveau des derniers champions en titre. Alors messieurs, à votre avis, pourquoi est-ce que les Warriors n'arrivent plus à jouer au basket? Oui Quentin. Moi j'ai envie de dire qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il n'y a malheureusement pas 5 Steph Curry sur le terrain. Et la deuxième, c'est je pense l'épisode Green Pool de cet été. Il y a un mal-être profond au sein de l'effectif. Ce n'est pas qu'une simple flemme du champion en titre d'évoluer sur cette saison régulière. Alors pour revenir, donc pour expliquer un peu, le malaise Poole Green, c'est parce que justement à l'entraînement, on a pu voir une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux. On voit Green mettre un violent coup dans Jordan Poole, qui est le 6e homme attitré des Warriors. Un coup vraiment venu de nulle part, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Il n'empêche qu'en fait cette vidéo elle a fuité. Ce qui peut arriver, des coups comme ça, des coups de sang avec des joueurs qui sont compétitifs. Sauf que le problème c'est que la vidéo fuite. Quelles peuvent être les répercussions pour les Warriors? Oui Milan. C'est clair qu'en fait, les Warriors, c'est une institution qui a toujours été assez solide. Il y avait eu des dramas déjà à l'époque avec Kevin Durant et Draymond Green, justement, mais ça s'était calmé assez vite. Mais là, on a l'impression que tout est sorti devant la presse et ça n'a vraiment pas fait du bien à ce groupe-là. Et comme l'a dit Quentin avant, il n'y a pas 5 Steph Curry sur le terrain. Lui, il continue à jouer avec un rythme de malade, mais je trouve que le reste de l'effectif est un peu en fin de cycle. Voilà, donc on parlait de fin de cycle. On peut penser à Klay Thompson. Est-ce qu'on peut espérer retrouver un Klay Thompson des grands jours comme en 2019? Oui, Alex. Ça va être compliqué. Il est revenu de blessure, il est plutôt bien revenu, mais donc il a aidé pour le titre. Après là, depuis le début de saison, c'est compliqué. Il sort d'un gros match, donc c'est pour ça qu'il faut tempérer un peu ce qu'on dit. Mais moi, il y a un autre souci qui peut venir aussi avec l'âge, c'est la défense. Ils sont 24e défense cette saison, et quand on sait que pour aller au bout, c'est les défenses qui font gagner des titres, je pense que ça devra passer aussi par là, se donner un peu plus. On pourra toujours compter sur Curry en attaque, mais il va falloir mettre les barbelés derrière. Surtout qu'ils ont pu perdre des joueurs, alors que c'est pas des noms qui font briller, mais c'est des joueurs importants dans une rotation. Je pense à Gary Payton 2. Ça, la défense, c'est dans le sang des Payton de toute façon. On peut penser aussi à Otto Porter Jr. Ça va être des noms qui n'ont pas forcément été remplacés. Surtout que les tout jeunes, ils ont peut-être un peu de mal aussi à briller en ce début de saison. Oui, Quentin. Et d'ailleurs, en parlant des tout jeunes, je pense qu'il leur faut beaucoup plus de temps de jeu. Jordan Poole évolue 28 minutes par match, mais en ce qui concerne Kuminga et Wiseman, qui me semble être le futur de cette franchise, il n'évolue que 13 minutes par match, c'est trop peu. Oui, ça va être très peu pour ces joueurs qui ont besoin de jouer pour apprendre comment on évolue au plus haut niveau au basket. Et on sait notamment que leur grand pivot là, va faire un tour en G-League, puisque il n'a pas le niveau en fait actuellement, il joue pas assez. Oui, Guillaume. Après, pour être honnête, je suis pas très inquiet. Pour moi, ça va quand même aller en playoff sans problème. Klay Thompson, comme on l'a dit, il sort d'un gros match avant-hier à 41 points. Mais avant cela, il était à 15 points de moyenne, donc 33% à 3 points. C'est pas digne de Klay Thompson. Comme l'a dit Quentin, il n'y a que Curry qui surnage. Il y a Andrew Wiggins qui reste correct avec 19 points de moyenne. Mais je vais rejoindre Alex, ça va repasser par une grosse défense. On sait qu'on a souvent vanté le jeu flashy des Warriors, le jeu à 3 points, etc. Mais il faut se souvenir que dès 2015, ce qui leur fait gagner le titre, c'est la défense. Autour de Draymond Green, Iguodala, etc. Alors même si ces joueurs sont un peu âgés maintenant, on l'a vu déjà l'année dernière en finale contre les Celtics, c'est la défense qui leur a fait encore gagner le match. Et avec un Curry à côté qui était à 35-40 points de moyenne. Donc même si le début de saison est compliqué, on sait ce qu'il y a eu cet été, ça avait laissé des traces. Mais je pense que quand on va arriver vers février-mars, les grosses périodes, ils vont enchaîner les runs de victoire et ça devrait aller en play-off sans problème. Bon, ça devrait aller en play-off sans problème, surtout quand on a un duo Curry-Kerr pour l'idée. On peut voyager normalement sans trop de problèmes. En tout cas, merci messieurs, on se retrouve juste après pour le quiz. De retour dans 100% EDJ de Radio Côte-Varoise, c'est l'heure du quiz. Autour de la table, Alex, Guillaume, Pierre-Louis et notre champion de ces dernières semaines, Valentin. Alors, je réexplique les règles. Chacun votre tour, je vais vous poser une question de culture générale avec 3 réponses possibles. Si vous avez la bonne réponse, vous marquez un point. Sinon, c'est 0. Il y aura 4 tours, donc 4 questions par personne. Une culture, une sport, une géographie et une histoire. Messieurs, vous êtes prêts? C'est parti. Guillaume, combien de titres de Wimbledon Roger Federer a-t-il remporté? 6, 8 ou 9? Ah, j'hésite. Je dirais 6. 6. Bien joué, c'était 8. Je savais. Alors, c'est de la faute d'Alex. C'est de la faute d'Alex, très bien. Bon, Alex, ça fait moins 1. Toujours la faute des autres. Pierre-Louis, en NBA, quel joueur est surnommé le Big Diesel? Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ou Patrick Ewing?
Patrick Ewing. Alors, Patrick Ewing, j'imagine, c'était Shaquille O'Neal. Pour l'instant, ça fait 0 points de ce côté-là, messieurs. Il est temps de vous réveiller. Hein. Valentin, quel est le premier ballon d'or féminin de l'histoire? Ada Egerberg, Megan Rapinoe, Alexia Putellas. Ada Egerberg. Ça fait enfin un point pour Valentin, évidemment, le champion qui score tout de suite. Alex, en quelle année Michael Jordan est MVP, défenseur de l'année, meilleur scoreur et meilleur intercepteur? 1986, 1988, 1991. 88. C'est bien ça, 1988, bravo Alex. Un petit retard à l'allumage pour les deux premiers. Guillaume, il est temps de te reprendre. Combien d'albums Jul a-t-il sorti? 15, 16 ou 17? 17. C'était bien 17 et le 18 qui va arriver en décembre. Bravo à toi. Pierre-Louis, quel film est le plus long? La liste Schindler, La ligne verte ou Le Parrain, deuxième partie? Je vais te dire la ligne verte. La ligne verte, c'était Le Parrain, deuxième partie. Alors la liste Schindler fait 3h15, La ligne verte 3h09 et Le Parrain 3h20. Valentin, qui a écrit Le dernier jour d'un condamné? Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Albert Camus? Victor Hugo. Et ça fait 2 points pour Valentin. Alex, quel est le point commun entre Mr V, Olivier Giroud et Calogero? Ils sont cousins, ils viennent tous les 3 de Grenoble, ils sont tous les 3 scorpions. De la même ville que toi, ils viennent tous les 3 de Grenoble. Ouais, évidemment, bravo. Un point pour Alex. Guillaume, quelle ville est surnommée Big Peach? Chicago, Cleveland ou Atlanta? Atlanta. C'est bien Atlanta, t'as eu un doute. Hein. J'ai failli me tromper parce que vu que t'es fan de Cleveland, mais c'est bon. Ah, ça, Atlanta. Cleveland, personne connaît, elle a évidemment pas de surnom. Pierre-Louis, de quelle couleur est le drapeau de la Libye? Vert, rouge ou jaune? Vert. Vert, bravo, ça fait aussi. Donc 2 points pour Pierre-Louis. C'est vrai? Non, un seul. Un seul. Bien tenté. Valentin, à qui appartient le détroit de Gibraltar? Espagne, Royaume-Uni ou Maroc? Royaume-Uni. C'est bien ça, 3 points pour Valentin, il est intouchable. Hein. Alex, quelle ville était anciennement appelée Tenochtitlan? Mexico, Bogota ou Lima? Mexico. Mexico, bravo, 2 points pour Alex. Guillaume. 3 points s'il te plaît. 3 points pour Alex, excuse-moi. Non, j'ai l'habitude que t'aies du mal. Guillaume, qui est Vladimir Ulyanov? Lénine, Trotsky ou Staline? Trotsky. Trotsky, c'était Lénine. T'as pas les questions les plus simples. Pierre-Louis, oui. De quelle origine est l'aviateur surnommé le Baron Rouge? Française, anglaise ou allemande? Française. Française, c'était allemande. Dommage, hein. Valentin, est-ce que tu vas aller chercher encore un dernier titre? Allez. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'arbres en Islande? Le climat ne le permet pas, les Vikings ont tout coupé, les éruptions de lave ont tout brûlé. Pour le fun, les Vikings ont tout coupé. C'est vraiment la bonne réponse. Bravo à toi. Alex, quelle est la capitale de la Mongolie? Oula, Tu veux que je te le dise comme ça? Ouais, allez, vas-y. Ulaanbaatar. Ouais, bah Ulaanbaatar, bravo, ça vous fait 4 points chacun entre Valentin et Alex. On va vous départager avec une dernière question. Valentin, combien Drake a-t-il sorti de projets? 10, 14, 16. 14. C'est bien 14, bravo à toi. Alex, en 2006, qui est sacré champion NBA? Le Miami Heat, les San Antonio Spurs ou les Detroit Pistons? Le Miami Heat. C'est bien le Miami Heat. Donc pour terminer, on va faire une question de rapidité. Messieurs, le premier qui répond a gagné. Quelle est la capitale de l'Iran? Téhéran. Islamabad. Alex, bravo à toi. Tu es désormais le champion. On te retrouvera donc la semaine prochaine pour le quiz. Messieurs, c'était un plaisir et merci à vous, surtout, chers auditeurs. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même émission. Et on se quitte sur un son de Drake, Legend.